Ça fait longtemps. En 2014, voit le jour Magawa, en Tanzanie. Recueilli dès son plus jeune âge par l'ONG Apopo, il sera formé au métier qui fera de lui un héros internationalement reconnu. Magawa sera démineur. Grâce à sa petite taille et son faible poids, il ne peut déclencher les mines terrestres. Son odorat infaillible lui permet de déceler l'odeur de la TNT, ce qui permet à ses collègues humains de déterrer les mines ou de les faire exploser en toute sécurité. Car oui, Magawa n'est pas humain. C'est un chrysotome des savanes, une sorte de rat géant. Envoyé au Cambodge pendant 4 ans, où il travaillera 30 minutes par jour pour le salaire d'une rondelle de banane par découverte, Magawa décèlera la présence de 70 engins non explosés, ce qui sauvera un nombre incalculable de vies. Il recevra même en 2020 une médaille d'or pour l'ensemble de sa carrière. Pourtant, les rats souffrent de mauvaise réputation. Ne dit-on pas des lâches, les rats quittent le navire? Alors, l'histoire de Magawa est-elle une belle histoire cachant une sombre réalité? Dans le fond, les rats sont-ils des traîtres? Bonjour les loulous, comment ça va chez vous? Chez moi, ça... Bref, passons à la chronique. Aujourd'hui, nous allons parler égoïsme et partage. Confiance et trahison. Amour et rupture, gloire et beauté, rat ou tatouille, bref, nous allons parler. Beaucoup. Et c'est pas sympa ça. En plus, c'est en grande partie par la faute de cet homme, à l'air tout à fait sympathique, Michael Taborski de l'université de Berne en Suisse. Au départ, je pensais faire une chronique sur 2-3 études autour de la réciprocité chez les rats. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. I can give you the force of my... Ah, pour donner, il a donné, ouais. 21 publications. Si vous voulez vous plaindre, c'est à lui, merci. Mais je me permets de penser que le guichet du bureau des plaintes restera désert, car ce que j'ai à vous raconter sur ses travaux est extrêmement intéressant. Bon, je dis de vous plaindre à lui, mais il est réellement sympathique. Je lui ai écrit en préparant cette chronique pour lui poser 2-3 questions, m'informer un peu sur les conditions de vie des rats, parce que forcément, quand on entend parler de rats de laboratoire, je préfère m'assurer que tout se passe bien avant, et il m'a répondu le jour même en me rassurant, en m'envoyant une vidéo, et en me rajoutant une étude que je n'avais pas. Donc, pour ne pas se gâcher le plaisir en survolant tout ça de trop haut, on va couper la poire en deux et faire 2 épisodes, mais se concentrer principalement sur les travaux de l'université de Berne, à l'exception de la première étude, car sinon on ne s'en sortira jamais vu la quantité pléthorique de publications disponibles. Coopération et réciprocité chez les rats, partie 1. Évolutivement, on explique assez bien l'apparition de la compétition. Il y a une ressource, je la veux, tu la veux, on la veut, je te pète les dents, tu me pètes les dents, celui à qui il reste des dents a gagné et peut récupérer la ressource en question. C'est propre, c'est clair, c'est viril, c'est macho, ça promet du poil et de la baston, en tant que bonhomme, ça me vend du rêve, je suis Chuck Norris, je mets les pieds où je veux Little John, et c'est souvent dans la gueule. La coopération, c'est déjà plus compliqué à justifier. Entre membres d'une même famille, bon, encore ça peut s'entendre. On s'entraide, ça protège les proches, ça permet la transmission des gènes, de manière indirecte on s'auto-favorise, allez, ça passe. On peut trouver une explication un peu individualiste à ce machin. Là où ça coince, c'est la coopération entre des individus qui ne sont pas de la même famille. Et alors, les actes apparemment altruistes, franchement, qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? À la limite, la coopération peut s'envisager sur des bases purement économiques, en considérant que le choix de coopérer est en fait toujours un choix égoïste et individuel détourné. Et hop, l'affaire est dans le sac. Par exemple, coopérer pourrait permettre de récupérer une ressource alimentaire plus grosse que ce qu'on pourrait obtenir seul. Mais si un animal avait le choix entre obtenir cette grosse récompense seul ou en coopérant, il privilégierait invariablement la solution solitaire. Choix individuel et égoïste. CQFD. Ou pas. En 2004, 2 chercheurs de l'université d'Haïfa, en Israël, Richard Schuster et Amir Perelberg, montrent que si des rats apprennent à faire une tâche de déplacement spatial, aller d'un côté à l'autre d'une boîte pour déclencher le mécanisme d'obtention d'une récompense, puis ont le choix entre pénétrer dans un dispositif pour reproduire cette tâche en solitaire, ou une autre où il faut la réaliser en coordination avec un second rat
Pour recevoir la même récompense, les rats choisissent la plupart du temps d'entrer dans le dispositif avec un partenaire. Et c'est le drame. Entre agir seul et coopérer, les rats préfèrent l'option sociale. Un point particulièrement intéressant, cette préférence est d'autant plus grande que les duos ont un haut niveau de coordination l'un avec l'autre. Mieux ils fonctionnent en équipe et plus ils semblent aimer travailler de conserve. Ce résultat étaye l'hypothèse des deux chercheurs. Les rats ne coopèrent pas juste pour des raisons purement individuelles et économiques. Ils semblent aussi tirer un plaisir, et donc une sorte de récompense, dans l'acte de coopération en lui-même. Par conséquent, il est tout à fait possible et très probable que le choix de coopérer chez les animaux soit certes motivé par le fait d'obtenir des avantages supérieurs à ce qu'ils obtiendraient seuls, mais apparemment, pour les rats comme pour nous, il est également plaisant de se coordonner, de s'organiser finement ensemble, un peu comme on peut le retrouver chez les humains dans les jeux d'équipe. I'm not bad. I have no team. Pendant longtemps, on a considéré que l'altruisme réciproque, le fait de fournir un service en espérant que l'autre nous rende l'appareil plus tard, nécessitait des capacités cognitives très élevées, rendant ce comportement inaccessible aux autres animaux. Dans un univers social très dense, comme celui d'Homo sapiens, pour pouvoir s'échanger individuellement des services de manière équilibrée, notamment en dehors du cercle social le plus proche, il semble nécessaire d'accumuler le souvenir de nombreuses interactions, et ce avec chaque personne rencontrée. Est-elle quelqu'un de globalement fiable ou non? Est-ce qu'elle m'a trahi ou au contraire aidé la dernière fois que nous nous sommes rencontrés? A-t-elle rendu un excellent service à quelqu'un que je connais? De plus, décider de rendre service à quelqu'un à un instant T ne nous donne aucune certitude que cette personne nous aidera en retour plus tard. Nous prenons un risque en faisant ça. L'altruisme réciproque est fortement soumis au risque de triche, et nécessite donc des stratégies de lutte contre la traîtrise potentielle des partenaires. Toutes ces décisions nécessitent d'intégrer une quantité importante de facteurs qui semblent bien loin des aptitudes des autres animaux. Le choix des rats comme sujet d'étude sur ces recherches n'est pas anodin. Ces animaux vivent en grandes colonies, interagissent énormément entre eux et bien malheureusement sont l'un des animaux les plus courants en laboratoire. En 2007, Michael Taborski et Claudia Ruth se demandent si les rats sont capables d'altruisme réciproque. Ouais, accroche-toi bien à ton ego, Homo sapiens, parce que ça va trembler. Il a tout volé et il a disparu. Mais qu'est-ce que t'espérais? Comme si on pouvait faire confiance à un rat. Oh, pour ça, vous n'allez pas être déçus. Les sujets ne sont que des femelles, car les rats sont assez équitables entre elles et la hiérarchie est bien moins prononcée que chez les mâles. D'ailleurs, pour toutes les expériences suivantes, il s'agira toujours de femelles. Les mâles arriveront la prochaine fois. Dernier petit point à noter, les rats dont nous allons parler à partir de maintenant appartiennent tous à l'espèce Rattus norvegicus, le rat brun parfois appelé surmulot, c'est-à-dire le rat sauvage et domestique dont nous sommes le plus coutumiers. La façon dont on échange des services dans une communauté peut être influencée de différentes manières. Tout d'abord, nous avons la réciprocité directe, je t'aide car tu m'as aidé. Ensuite, la réciprocité indirecte, je t'aide car tu as aidé quelqu'un d'autre. Et enfin, la réciprocité généralisée, j'aide car on m'a aidé. Pour cette première expérience, c'est justement la réciprocité généralisée chez les rats qui intéresse nos deux scientifiques. On peut la considérer comme la plus simple des trois, puisqu'elle ne requiert pas de reconnaître individuellement les animaux avec lesquels on interagit, ni d'accumuler notre historique de relation avec eux. Elle est parfois nommée en anglais Upstream Indirect Reciprocity. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. C'est la version la plus généreuse des trois, puisqu'on aidera n'importe qui à partir du moment où l'on a été aidé auparavant. L'un de ses gros avantages, c'est aussi que les interactions précédentes permettent d'avoir une idée globale du niveau d'aide au sein du groupe. À présent, expliquons en détail le protocole, car il va être quasiment le même sur tous les travaux dont nous allons parler à partir de maintenant. Une cage, deux compartiments où l'on met les rats séparés par un grillage. Devant la cage, un plateau coulissant muni de deux petites palettes servant à disposer de la nourriture. Au plateau est attaché un bâton, permettant à l'une des rats de le tirer vers la cage. La rate qui sera le sujet de notre expérience sera nommée la rate focale, et l'autre, la partenaire. Les scientifiques mettent un petit flocon d'avoine sur la palette située du côté de la rate focale.
La partenaire du côté du bâton le tire, ça rapproche le plateau de la cage, la femelle focale voit le flocon d'avoine rentrer dans son compartiment et elle peut le manger. Le plateau revient en arrière automatiquement après un instant. À chaque séquence d'une durée de 7 minutes, 8 flocons d'avoine sont renouvelés et la partenaire tire le bâton à 8 reprises pour nourrir sa camarade. Voici une vidéo fournie par le docteur Taborski montrant le protocole. Les rats étant plus actifs durant la période nocturne, les expériences sont généralement menées à ces moments-là et filmées dans la pénombre sous lumière rouge. Les rats ne voyant pas le rouge ne sont pas dérangés. Pour tester la présence de réciprocité généralisée, notre rate focale va donc être celle que l'on va aider. Elle va rencontrer 3 partenaires différentes qui vont soit systématiquement coopérer en tirant le bâton pour approcher le flocon d'avoine, soit systématiquement ne rien faire du tout car elles n'ont pas appris à tirer le bâton. Pour être précis, chaque rate focale va vivre les 2 situations et être testée ensuite dans les 2 situations pour avoir des résultats plus fiables. Une fois toutes ces rencontres terminées, que vont faire les rates focales lorsqu'on va les mettre en position d'aider une nouvelle rate? Est-ce que le fait d'avoir reçu de la nourriture de la part d'autres femelles va influencer leur comportement envers une inconnue? Surtout celles qui n'ont pas été aidées. Vont-elles quand même tirer le plateau de nourriture vers cette nouvelle rate? La réponse est oui, mais un peu moins que si on a été sympa avec elles auparavant. Les rates tirent plus fréquemment et plus promptement le plateau lorsqu'on les a aidées précédemment que quand on ne les a pas aidées. Phénomène que l'on observe également chez les humains du reste. Bah oui, on est souvent plus sympa avec les gens quand on a été généreux avec nous peu de temps avant. Genre, vous venez de gagner à l'euro-million, on imagine bien que vous allez être souriant et serviable toute la journée avec tout le monde. Votre cola, avec ou sans patate? Sans patate! Point intéressant, quand les rates sont seules du côté du bâton et que le second compartiment est vide, elles ne tirent quasiment jamais, indiquant bien qu'il s'agit là d'un acte social et coopératif et qu'elles ne se contentent pas juste de copier le comportement de l'autre ou un truc nul du genre. D'après les auteurs, cette étude est la première à donner une preuve expérimentale de réciprocité généralisée chez l'animal non humain. Et bim dans les dents. L'année suivante, Claudia Ruth et Michael Taborski publient la suite de leurs travaux, cette fois-ci sur la réciprocité directe, parce que pourquoi s'arrêter en si bon chemin après tout? Merci Castor. Comme nous l'avons dit précédemment, la réciprocité directe est un type de coopération basé sur le comportement passé d'un ou d'une partenaire clairement identifié. You took everything from me. I don't even know who you are. Premier point important donc, avant d'évaluer ça chez les rats, il faut déjà qu'ils soient capables de reconnaître les autres rats individuellement et de s'en souvenir. Bon bah ça c'est bon, on va un peu respecter les rats s'il vous plaît. On a des travaux qui montrent qu'ils se reconnaissent les uns les autres à l'odeur et leur mémoire a été bien étudiée et il n'y a pas de souci. On reprend le même protocole et on change 2-3 petits trucs pour passer en réciprocité directe. Une cage, 2 compartiments, un plateau coulissant, un bâton, des petites rates toutes mimi. L'expérience est maintenant divisée en 2 parties. Première partie, 13 rates focales rencontrent 2 partenaires alternativement 5 fois chacune. L'une des partenaires coopère toujours, l'autre absolument jamais, car personne ne lui a appris à tirer le bâton pitchoun. Du coup, elle sait pas quoi faire. Et de toute façon, les scientifiques avaient verrouillé le plateau au cas où. Alors, bande de steaks. Une fois tout ça terminé, notre rate est de nouveau mise en relation avec ses 2 partenaires dans un ordre aléatoire. Et cette fois-ci, c'est elle qui peut décider de nourrir sa camarade ou non. Verdict ? Les rates tirent plus souvent et plus rapidement pour une coopératrice que pour une non-coopératrice, prouvant ainsi qu'elles font bien la différence entre les 2 femelles sur la base de leur identité et de leur statut de coopératrice ou de non-coopératrice. Réciprocité directe chez les rats, bim bam boum, merci au revoir. Mais on a parlé d'une seconde partie de l'expérience. Bravo pour les personnes qui suivent. Ruth et Taborski veulent voir s'il y a une différence de comportement entre la réciprocité directe et généralisée. Dans la seconde expérience, les rates focales reçoivent de l'aide, soit d'une même partenaire et sont testées avec elle à la fin, donc réciprocité directe, soit de 3 partenaires coopératifs différentes et sont testées avec une nouvelle partenaire à la fin, donc réciprocité généralisée. Va-t-on observer une différence de comportement entre les 2 cas? Sachant qu'à chaque fois, notre rate focale reçoit de l'aide. Suspense. Eh bien oui. Même si les rates ont été aidées dans les 2 cas de figure, des différences intéressantes ressortent.
Elles aident plus fréquemment et bien plus rapidement une coopératrice qu'elles connaissent et identifient clairement qu'une inconnue, même si la quantité d'aide reçue par les deux groupes de partenaires durant l'expérience est identique. De nouveau, Ruth et Taborski apportent la première preuve expérimentale d'une réciprocité directe dans une tâche coopérative instrumentale chez une espèce animale en dehors des primates. Il est à noter que les rats ont également fourni de la nourriture à celles qui ne les ont pas aidées, mais à une fréquence plus faible que pour les coopératrices. Elles sont comme ça, les rats, elles ont le cœur sur la main. Vous avez faim? Si on a faim. Très bien, c'est moi qui régale. Faisons une avance rapide en 2012, ce qui correspond à 5113 au calendrier hindou selon Wikipédia. Fêtons l'accession de François Hollande au pouvoir avec une poker face d'exception et accueillons les bras ouverts une publication de Karine Schneeberger, Mélanie Dietz et Michael Taborski qui tentent de percer de nouveaux secrets sur la collaboration chez les rats. Accrochez-vous à vos slips. Je sais pas, je tente des choses. Le dispositif expérimental est le même, mais on rajoute deux variables. 1. Le roulement à billes qui permet de faire coulisser le plateau peut être réglé en résistance. En d'autres termes, on peut rendre plus ou moins important l'effort requis par la rate pour rapprocher la nourriture de sa camarade. 2. L'animal que la partenaire coopérative va nourrir sera soit bien nourri, soit affamé. Enfin, en les ayant privés de nourriture durant la nuit. Donc c'est un affamé relatif. Mais c'est quand même une belle bande de... Durant la première partie de l'expérience, en situation de réciprocité directe, on observe bien que plus la difficulté de traction augmente et plus le comportement d'aide diminue, et on s'y attendait un peu en même temps. Mais il baisse beaucoup plus vite quand la partenaire n'est pas une coopératrice que quand elle est une coopératrice. Les rats acceptent donc de faire plus d'efforts pour aider quelqu'un qui les a aidés auparavant que pour quelqu'un qui ne leur a pas rendu service. Plus fascinant, dans la seconde expérience, en situation de réciprocité généralisée avec des femelles inconnues, les rats fournissent plus d'aide aux partenaires les plus affamés qui semblent maigres ou en mauvaise condition physique. Un comportement qui suggère la présence d'empathie, phénomène déjà beaucoup étudié chez les rats, ce qui ne serait donc pas surprenant. Ces résultats semblent montrer que les rats évaluent les besoins de leur partenaire social et ajustent leur comportement d'aide en rapport. Une autre découverte intéressante de cette seconde partie, c'est que si la receveuse est bien nourrie, la rate aidante a alors tendance à alimenter plus facilement les partenaires les plus grosses, qu'elle ait été aidée précédemment ou non. Une hypothèse pouvant expliquer cela serait que chez les rats, le poids étant souvent corrélé au statut social élevé, c'est toujours bien de se mettre ces gens-là dans la poche, que ce soit pour éviter des représailles ou pour gagner des faveurs. Les rats focales seraient donc plus promptes à fournir une assistance à des femelles qu'elles estimeraient haut placées. Et de nouveau, cette étude est, à la connaissance des auteurs, la première preuve empirique de décision stratégique dans des tâches de réciprocité chez l'animal, prenant en compte les coûts du donneur et les bénéfices potentiels du receveur. Je vous laisse une seconde reprendre vos esprits sur cette phrase qui est atroce, mais qui est totalement compréhensible quand on s'y arrête une seconde. Terminons ce premier épisode avec une publication de 2015 par Vassilissa Dolivo et... oui, cette étude est également incroyable car... j'ai dépensé sans compter. L'un des facteurs importants qui influence la motivation d'aider en retour chez Homo sapiens, ça n'est pas que le fait d'avoir été aidé, mais aussi la perception du bénéfice reçu. Ouais, ok, attendez, je clarifie ça. Si je coopère avec deux partenaires, est-ce que l'un des deux m'offre un service de meilleure qualité? Ai-je un intérêt à être plus généreux envers quelqu'un qui m'offre quelque chose que je préfère? Et donc, mon bénéfice perçu influence-t-il ma motivation à aider? Reprenons notre même protocole habituel en réciprocité directe. Le dispositif expérimental est légèrement différent par rapport à d'habitude. Ah! Ici, la cage est compartimentée en 3, et les partenaires sont toutes les deux présentes en même temps. Ouh, mise en concurrence. L'une des deux peut fournir une récompense de haute qualité, des morceaux de banane, tandis que l'autre va fournir des récompenses de basse qualité, des morceaux de carottes. Vous allez me dire, comment sait-on que les rats considèrent les bananes comme de haute qualité et les carottes comme de basse qualité? Sérieusement? Bon, pas simplement car, dans les phases d'apprentissage, elles n'ont jamais laissé le moindre morceau de banane, alors que 18 des 20 rats ont laissé au moins une fois des carottes et 100% des humains en ont aussi laissé au moins une fois à la cantine. Pas de familiarité avec les légumes dans mon restaurant! Ensuite, les deux partenaires vont avoir 7 minutes pour distribuer 4 fois un morceau de la récompense qui leur est attribuée à la rate focale.
Pour cette dernière, la seule chose qui différencie les deux coopératrices, c'est donc la qualité de la nourriture qu'elles fournissent. Enfin, les 2 jours suivant cette phase de distribution, les rats focales sont mises dans le rôle de tireuses de plateau pour leurs anciennes partenaires, de manière individualisée, soit celle à la carotte, soit celle à la banane. Pour les rats focales, c'est un flocon d'avoine qu'elles vont pouvoir transmettre à l'autre femelle. Ensuite, on regarde la façon dont elles approvisionnent ces 2 coopératrices. Résultat, la latence avant de tirer le plateau était significativement plus longue pour les partenaires carottes que pour les partenaires bananes, surtout au second jour de test. On comprend l'hésitation. De plus, les rats avaient tendance à tirer plus souvent le plateau pour les coopératrices bananes que pour les coopératrices carottes. Cette étude nous montre donc que les rats ajustent leur niveau d'aide à la qualité de l'aide reçue et trouvent que franchement, filer des carottes quand il y a des bananes de dispo, c'est un peu radin. Bref, pour résumer, alors qu'en 2007, nous pensions l'altruisme réciproque difficilement accessible aux animaux non humains, et encore moins aux non-primates, nous voici en 2015 où nous savons que les rats peuvent faire preuve de réciprocité généralisée et directe, prennent en compte la difficulté de la tâche et les besoins de leurs partenaires, mais aussi la qualité de l'aide reçue dans leur prise de décision d'aider en retour, que leur motivation d'aider peut être influencée par divers facteurs tels que l'empathie, et qu'elles agissent potentiellement envers les individus dominants de façon à éviter les punitions ou tenter d'entrer dans leur bonne grâce. Nous avons également appris avec les travaux de Schuster et Perelberg en 2003 que les rats semblent préférer travailler en équipe juste pour le plaisir social de se coordonner hors de toute récompense matérielle. En quelques années, nous sommes passés d'une absence totale de connaissances à une analyse fine des mécanismes de coopération et de décision chez les rats. Et encore, nous n'avons pas parlé de tous les travaux sur l'empathie chez nos rongeurs qui sont liés à ces questions, ceux sur les autres types de comportements prosociaux et les comportements d'assistance. Bref, il y aurait encore beaucoup de choses à raconter. Mais si les découvertes réalisées entre 2007 et 2015 par les équipes de l'Université de Berne sur la réciprocité sont remarquables, ce n'est rien à côté de ce qui nous attend à partir de 2017, notamment avec l'arrivée de Manon Schweinfurth dans l'équipe, qui sera particulièrement prolifique et dont nous parlerons dans le prochain épisode. En attendant, je vous aime et je vous embrasse!